Bien, je vous propose qu'on commence. On n'est pas très nombreux. Normalement, j'étais censé vous souhaiter bonne année aujourd'hui, mais l'ambiance n'est pas terrible pour les vœux aujourd'hui. Et on n'est pas très nombreux justement parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont préféré ce soir aller au rassemblement qui a lieu Place Royale à 18 h. Donc ça explique un peu la faible assistante. Mais bon, vous avez fait l'effort de venir ce soir. On va pas vous renvoyer quand même. Ce soir, je voudrais d'abord excuser Philippe Audy, qui lui n'est pas à Place Royale, mais qui n'est pas à Nantes, aujourd'hui. Ce soir, dans le cadre d'un petit groupe de travail là sur le SCOT, on a invité Stéphane Bois. Alors, Stéphane Bois, un certain nombre d'entre vous le connaissent déjà, hein, c'est le directeur général du pôle métropolitain, en charge du SCOT, schéma de cohérence territoriale, de la métropole Nantes-Saint-Nazaire. Donc, comme la plupart d'entre vous le connaissent, je ne fais pas l'article. Euh, il va essayer ce soir de nous parler un peu du SCOT et de sa révision. Alors, le temps passe assez vite, hein, puisqu'on est déjà à la version 2 du SCOT. Hein, le premier, enfin, la préparation de la version 2, le premier SCOT a été approuvé en 2007. Et le Conseil de développement avait déjà d'ailleurs largement participé à l'élaboration de ce premier SCOT. Alors, depuis la fin 2014, hein, il y a une procédure de révision qui est en cours, hein, qu'il s'agit à la fois de redéfinir, d'adapter un peu les enjeux et les priorités d'aménagement de ce territoire. En plus, ce renouvellement, enfin cette révision du SCOT intervient dans un contexte un peu particulier, enfin, de renouvellement du personnel politique, hein, puisque je crois que les 6 intercommunalités ont changé de président pour le SCOT de Nantes-Saint-Nazaire. Donc il y a beaucoup d'élus nouveaux dans ce SCOT, donc c'est pas neutre dans la révision. Alors Stéphane Bois va nous expliquer tout ça, à la fois en nous faisant le bilan du premier SCOT, dire voilà, ça a servi à quoi ce SCOT, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces années, et puis quels sont les enjeux pour les années à venir. Alors les conseils de développement là-dessus ont déjà travaillé, en tout cas leur président, l'été dernier. Il y a un petit document là qui est sur la table où les conseils de développement, les 5 conseils de développement du territoire du SCOT ont livré des propositions, alors pas sur le SCOT lui-même encore, mais sur les modalités de concertation, enfin un peu dans le même esprit que ce que vous avez fait sur le débat sur la Loire. Alors Stéphane Bois nous dira ce qui a été retenu ou pas de ce document. En tout cas, comment la révision du SCOT, comment la concertation va se faire tout au long de l'année 2015. Et puis, à partir de cette intervention de Stéphane Bois, bon, il appartiendra au Conseil de définir un peu, on fera d'autres séances de travail un peu pour trouver quelques angles d'alimentation un peu de cette révision. Il y a déjà un certain nombre de contributions qui ont été diffusées. Elles sont là aussi disponibles sur la petite table à l'entrée, donc vous pouvez en prendre connaissance. Mais en tout cas, ce soir, il s'agit d'abord de faire à la fois le bilan du premier SCOT, enfin, ou du SCOT dans sa version 1, et de définir un peu les enjeux de cette révision, et puis la manière dont la concertation va se dérouler au long de cette année 2015. Donc, Stéphane Bois, je vous laisse la parole. Est-ce que j'ai branché? Oui. Bien, bonjour. C'est effectivement un peu des circonstances difficiles pour s'exprimer. Du coup, il faut donner tort aux ennemis de la démocratie, donc on va continuer notre travail. Donc, pour vous parler du schéma de cohérence territoriale de la métropole Nantes-Saint-Nazaire, effectivement, d'abord, vous le connaissez sans doute, mais une courte présentation du territoire de Nantes-Saint-Nazaire. Voilà le périmètre du pôle métropolitain, et je vais y revenir. Nous sommes un pôle métropolitain et nous gérons le schéma de cohérence territoriale, mais ça, depuis le 1er juillet 2012, nous avons changé de structure. 61 communes, 6 intercommunalités, 1872 km², c'est extrêmement vaste. Pour mémoire, j'utilise souvent cet exemple, mais vous prenez le Grand Lyon et ses 57 communes, ils rentrent intégralement
ici, dans les 24 communes. Donc le Grand Lyon et ses 1,3 million d'habitants, c'est exactement la même superficie que Nantes Métropole et ses 24 communes et ses 600 000 habitants. 80% d'espaces naturels et agricoles. 817 sur ce chiffre, mais en fait les derniers chiffres, on est 830 000 habitants. 405 000 logements, 407 000 emplois et environ à peu près de 3 millions de déplacements par jour sur l'ensemble du périmètre, dont quasi les 2 millions à l'intérieur de Nantes Métropole et quasi le million à l'intérieur du périphérique. Un territoire, 80% d'espace non construit, on pourrait dire le vide, ce n'est surtout pas du vide, c'est de l'espace naturel, c'est de l'espace agricole, et une omniprésence de l'eau, qu'on voit ici, avec bien sûr cette colonne vertébrale qu'est l'estuaire, ses affluents, l'Erdre, la Sèvre, le lac de Grandlieu, les marais de Brière, les marais de Lachenot, enfin voilà, je ne vais pas tous vous les décrire, mais cette omniprésence de l'eau est un élément extrêmement important, fédérateur, fondateur, de ce qu'est cet espace Nantes-Saint-Nazaire. L'espace, 80% d'espace non construit. Nous arrivons, parce que c'est une forme particulière, à plus de 90%, si on y ajoute à l'intérieur du tissu urbain, des 17% de tissu urbain, les jardins, publics ou privés, les équipements sportifs. Voilà, on a atteint un taux de près de 90% d'espace non construit et vert. Et puis, bien entendu, c'est 17%, cette urbanisation qui est venue s'insérer dans le fond de l'estuaire, dans le littoral, avec cette dynamique littorale, et puis dans l'entre-deux, soit sur le plateau et sur le sillon, soit dans la plaine alluviale, les bourgs de la plaine alluviale de l'estuaire. Et puis la question, qui était la question du SCOT 1, qui sera la question du SCOT 2, où et comment se développe-t-on, puisque là vous voyez qui clignote par un petit artifice de les réserves futures d'urbanisation. Pourquoi cette question ? C'est une carte que vous connaissez par cœur, parce que beaucoup, mais on l'aime bien, elle fonctionne bien, donc faite par l'agence d'urbanisme de la région nantaise, 1960, 2000. Voilà, ce n'est pas propre à Nantes-Saint-Nazaire, ce n'est pas propre à la France, et ce n'est pas propre à l'Europe. Voilà, cette dynamique d'extension du tissu urbain, elle est mondiale. On peut, y compris chez les Nord-Américains, retrouver prendre des têtes de chapitre du plan d'aménagement métropolitain de Montréal. Et franchement, on a les mêmes préoccupations, avec des échelles différentes, bien entendu, puisqu'on est là, en l'occurrence sur le Québec et sur le Canada. Mais voilà, cette question du modèle urbain et de ce qu'il est n'est pas spécifique à Nantes ou à d'autres agglomérations françaises. Je vous le disais, nous sommes un pôle métropolitain. Donc, c'est quoi ? J'avais accompagné ici même Fabrice Roussel en son temps pour présenter la transformation du syndicat mixte du SCOT en pôle métropolitain, sans doute en 2011. C'est quoi ? C'est une nouvelle forme de syndicat qui regroupe des EPCI, qui est née à l'occasion, vous avez suivi, vous suivez en tant que citoyen averti les évolutions territoriales. La première loi de réforme des collectivités du gouvernement Sarkozy-Fillon de fin 2010 a institué pour la première fois les métropoles, avec un succès, qui est la métropole de Nice, et son maire et président Christian Estrosi. Et en contre-feu, parce que cette forme de métropolisation n'avait pas recueilli l'assentiment des élus locaux. Ils avaient aussi émis le besoin, à l'initiative de Gérard Collomb, sénateur maire de Lyon et président du Grand Lyon, d'avoir un outil de collaboration entre les EPCI et pour mener des actions de coopération sur des intérêts métropolitains. C'est la raison pour laquelle ils ont créé cette
possibilité de collaboration au travers de nouvelles formes de syndicats mixtes qui s'appellent pôles métropolitains. Et pourquoi? La nouveauté, c'est que, et ça a été confirmé par la récente loi du gouvernement Hollande-Hérault, MAPTAM, hein, qui a créé les 14 métropoles qui sont aujourd'hui mises en place, pas tout à fait les 14, mais depuis le 1er janvier, donc depuis 6 jours, dont la métropole nantaise. Pour la première fois, on ne parle pas de compétences, mais d'action. Et c'est extrêmement important. C'est à un moment donné comment, de manière intercommunautaire, nous sommes capables, collectivité, de mener des actions communes d'un intérêt qui dépasse le strict périmètre de mon intercommunalité. Et la spécificité, c'est que la décision n'appartient pas au comité syndical, puisque vous savez que nous avons un comité syndical de 113 élus qui sont une émanation des conseils communautaires désormais fléchés, et peut-être la présidente du pôle, présidente de Nantes Métropole, l'appel de ses voeux lors des prochaines échéances, les élus métropolitains seront élus au suffrage universel direct. En tout cas là, ils étaient élus sur le système du fléchage depuis mars 2014. Ce sont bien eux qui décident des actions, puisque c'est une délibération concordante des 6 conseils communautaires, donc ça fait à peu près 280 élus, qui décident des actions qui sont confiées au pôle. Et ce ne sont pas les délégués eux-mêmes qui en décident seuls. Et une action, c'est circonscrit dans son périmètre. Périmètre d'action, enfin de sujet, mais aussi géographique, mais aussi dans le temps. C'est réversible. On peut dire on teste, et puis si ça fonctionne, on continue. Si ça ne fonctionne pas, on revient en arrière. Là aussi, hein, c'est la loi MAPTAM donc du gouvernement Hérault et à ce titre une rupture dans le droit français, hein, puisqu'elle, enfin, elle commence à dire qu'il y a des spécificités territoriales différentes et qu'on peut avoir des solutions différenciées à l'échelle nationale. Donc, nous avons des moyens qui sont issus des intercommunalités qui mettent en commun, au pot commun pour réaliser les actions qu'elles ont décidées ensemble. Et puis nous avons, et ça c'est vrai depuis le début, puisque c'est la transformation du syndicat mixte du SCOT initial, créé en 2003 par Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux et leurs collègues élus de 3 autres intercommunalités à l'époque. Pas d'administration propre. Justement pour bien illustrer, je suis effectivement le directeur du pôle. Claire Moulinier qui est ici, qui est la chargée de mission et la chef de projet de la révision du SCOT. Nous sommes des fonctionnaires de la Carène mis à disposition. Au-delà de l'artifice, c'est vraiment important dans cet objet qu'on ne veut pas être un objet supra, mais un collectif. C'est extrêmement important. Et nous nous appuyons sur l'agence d'urbanisme de la région nantaise, sur l'agence de développement durable de la région nazérienne, sur les services des intercommunalités, sur la Samoa pour un certain nombre d'éléments, et puis bien entendu des prestataires extérieurs quand les compétences dans ces acteurs que je viens de citer ne sont pas présentes. Et donc nous avons le schéma de cohérence territoriale qui est la stratégie qui doit être aujourd'hui renouvelée. Gabriel en introduction a cité à la fois renouvelée parce que il y a eu des évolutions législatives, à la fois renouvelée parce qu'il y a un nouveau cap à franchir et on sent bien qu'on est à un moment où, que ce soit à Nantes ou à Saint-Nazaire, on a mené des démarches prospectives. Ma ville demain ici, Nantes-Saint-Nazaire 2030, oui, destination 2030, ça y est, à Saint-Nazaire. Donc on a besoin d'une projection nouvelle à 2030, à 2040 pour Nantes-Saint-Nazaire sur des sujets importants et de se donner une stratégie commune et des règles pour y atteindre. J'y reviendrai, c'est ce qu'est un SCOT. Et puis on met en œuvre des actions d'intérêt métropolitain. Le développement économique, on a 4 domaines d'action. Le développement économique,
Vous voyez, je reviendrai si nécessaire sur des schémas logistiques, sur un schéma des sites d'activité. La mobilité, l'accompagnement opérationnel des projets urbains où nous sommes depuis 2009 reconnus au niveau national comme une des 13 éco-cités et que par conséquent, pour le compte de nos collectivités, nous travaillons avec le commissariat général à l'investissement. Et si certains d'entre vous dans cette salle ont une carte Libertane, Libertane est né de ce projet éco-cité et a reçu 2 millions d'euros d'aide sans lequel il ne serait pas en fonctionnement aujourd'hui. Donc voilà, c'est aussi ça. Et aujourd'hui, on réfléchit à l'extension de ce système-là avec, bien sûr, Nantes Métropole et la Carène sur le territoire nazérien et l'interopérabilité, pas facile à dire ça, des deux. Nous avons lancé un appel à concepteurs eau et paysage sur justement le travail du projet dans cet espace de la relation du paysage et de l'eau. Et puis nous intervenons en matière de protection de l'environnement. Pour l'instant, plus on prépare, puisque nous avons un chantier, et c'est un chantier à part entière dans le cadre de la révision du schéma de cohérence territoriale sur la trame verte et bleue. Qu'est-ce qu'un SCOT? Alors, je vais le faire vite, il y en a qui savent ce que c'est. Déjà, la carte. On n'a pas trouvé la toute dernière, mais la carte nationale au 1er janvier 2013. Sachant que l'objectif de la loi Grenelle, c'est que tous les blancs soient remplis d'ici le 1er janvier 2017. Parce que voilà, les lois d'engagement national pour l'environnement ont acté le fait qu'il fallait que l'intégralité du territoire métropolitain soit couvert par un SCOT. Donc c'est une démarche politique. Ça comprend alors un diagnostic, enjeu, enfin voilà. J'aime pas trop le même mot diagnostic, mais voilà, un état des lieux des dynamiques. Diagnostic, ça laisserait penser qu'on est malade, donc non, on n'est pas malade. Une stratégie, ce qu'on appelle le projet d'aménagement et de développement durable. Et puis des règles du jeu à respecter. Désormais, ça s'appelle le document d'orientation et d'objectifs. Pour ceux qui ont suivi le premier SCOT, ça s'appelait le document d'orientation générale. Mais c'est les règles communes qu'on se donne et que l'on doit suivre. Voilà, des questions très simples et à la fois très compliquées dans leurs réponses. Où s'installeront les nouveaux habitants? Quels seront leurs besoins? En école, en emploi, en service, en transport? Et comment, dans ces conditions, préserver et aménager le cadre de vie? Quand on a dit toutes ces trois questions, c'est très simple, c'est celle-là. Maintenant, c'est les réponses qui, elles, à apporter. Qu'est-ce qui fait de cet ensemble une communauté humaine et une capacité à faire vivre un territoire et à faire vivre une communauté humaine, et ce mot prend tout son sens aujourd'hui. Le SCOT, c'est pas un super PLU, voilà. Il ne faut pas confondre les choses, il ne faut pas vouloir aller trop loin, c'est un document cadre. Et à ce titre, il est important de savoir que les lois récentes, notamment la loi Allure, viennent de raccourcir les délais de mise en compatibilité des PLU par rapport à un SCOT. Il les a raccourcis d'1 an pour les dispositions directement non compatibles. Donc c'est un élément extrêmement important qui rend... Et la loi Allure a aussi fait du SCOT un document intégrateur chapeau de toutes les normes supérieures. Je ne vais pas toutes les citer, mais au-dessus du SCOT, il y a les lois, bien entendu. Il y a la directive territoriale d'aménagement, il y a les chartes du parc naturel régional de Brière, mais il y a aussi le schéma régional de cohérence écologique, le schéma régional de climat, air et énergie. Enfin voilà, j'arrête parce que je pourrais continuer encore, ma liste à l'après-vert, mais voilà, son but, le SCOT, c'est qu'il doit intégrer tout ça et donner pour les PLU des règles du jeu que ceux-ci doivent respecter. Et puis, c'est pas un outil de gestion, c'est pas lui qui va dire, c'est pour ça qu'on a prévu, vous avez vu dans les domaines d'action, par exemple, un schéma des mobilités. C'est pas lui qui va dire,
Comment on va faire une nouvelle ligne de transport entre un point A et un point B, une commune A et une commune B. Ça se fait avec les autorités organisatrices. Par contre, ils fixent les grandes directions. Donc c'est un élément important à avoir en tête. Le contexte de l'élaboration, je passe très vite là-dessus. Simplement pour dire le petit truc du milieu qui est important. Nous avions une spécificité. Il y a 9 schémas de secteur en France. Il y en a 3 chez nous. Voilà. On ne représente pas le tiers du territoire métropolitain. C'était nécessaire dans cette première élaboration, dans cette constitution du premier SCOT. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire et de toute façon plus admis par la loi. Donc il n'y a plus de schéma de secteur désormais possible. Et il y a un accord sur les fondamentaux qui était important sur la consommation d'espace, sur le lien transport-urbanisme, sur l'habitat et le renfort des solidarités, les richesses et l'emploi, l'agriculture et l'environnement. C'est le socle commun du SCOT 1, mais je peux vous dire, et c'est ça qui est intéressant, à la fois Claire et puis l'agence qui est présente, dans les premiers ateliers que nous avons, ces fondamentaux-là, y compris pour les nouveaux élus, ne sont plus des questions. Je prends l'exemple de la densité, d'avoir des objectifs, des seuils minimaux de densité n'est plus une question. Ça l'était il y a 10 ans, dans le premier SCOT. Donc nous avons franchi des marches, y compris avec des élus, donc les mentalités d'une manière générale ont évolué, et c'est pas que dû au SCOT, hein, attention, d'une manière générale sur ces questions-là, ou sur la préservation de l'agriculture. L'agriculture dans le premier SCOT n'était pas une évidence. Aujourd'hui, c'est une évidence. Voilà, donc il y a des paliers qui ont été franchis et qui vont nous permettre aujourd'hui, dans la version numéro 2, d'aller plus loin sur ces questions-là. Je passe très vite, puisque ça, c'est les enjeux du PADD du SCOT de 2007-2020, hein, qui avait un horizon. Cette carte, qui est issue de l'Observatoire de l'Agence d'urbanisme, des PLU, qui montre l'occupation de l'espace. Plus c'est vert, plus c'est protégé. Vert clair, c'est les zones agricoles, et puis plus c'est rouge. Le rouge-violet, c'est les zones d'activité. Donc le SCOT, on a conduit, les agences ont conduit à une analyse des résultats du SCOT 1, parce que la loi le prévoit, et puis c'était un moment important, et puis on a fait en même temps une évaluation. Donc on est dans les... je ne vais pas tout décrire, hein, mais on est dans les éléments... dans l'épure qui avait été prévu à l'époque de prévision démographique qui avait été établie en 2004. En 2013, quand on a évolué, on est toujours dans cette épure démographique. Donc voilà, c'est toujours on met un maximum, un minimum, et puis on se balade dans les deux, entre les deux, mais on est dans ça. Donc ce qui est rassurant sur les exercices de prospective démographique et qui montre aussi les tendances lourdes en matière de démographie. Ce ne sont pas des choses qui bougent immédiatement. Mais ce qui est à noter, c'est effectivement une dynamique de périurbanisation qui s'accentue en troisième couronne. Et puis, quand même un élément important, même si c'est inférieur à la moyenne nationale, 15%. La moyenne nationale est à 17% des habitants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc ça, c'est un élément extrêmement de vigilance et extrêmement important. Et notamment quand on corrèle la pauvreté qui peut être soit dans l'hypercentre métropolitain, soit à Nantes ou à Saint-Nazaire, ou dans les campagnes. Donc ça, c'est un phénomène qui doit appeler la vigilance des élus. Plus de 7600 logements par an, c'est largement au-delà des objectifs du SCOT qui étaient à 5500 logements, 5000 logements par an.
21% de logements locatifs sociaux. Vous voyez le tableau, je ne vais pas décrire EPCI par EPCI, hein, mais on est sur une dynamique en pourcent, voilà, forte. 90-99. L'accélération, vous voyez ici sur la région de Blain, hein, 0,2% ici par an, 2,4%. Et puis le ralentissement de la métropole nantaise et je cherche la carène, le rebond de l'agglomération nazérienne. Ce sont des éléments pendant ce temps-là, effectivement, on a à l'échelle du département une croissance forte. Sur l'urbanisation, qui était une nouveauté, on a baissé la consommation d'espace de moins 13%. L'objectif était de moins 10%. Donc, on a préservé des espaces agricoles, 71 000 hectares d'espaces agricoles pérennes. La SAU n'a pas bougé, à quelques centaines d'hectares près, mais quand on est en milliers d'hectares, enfin, voilà, on est dans l'épaisseur du trait. C'est un élément important. Et puis, il y a eu, et c'était initié dans le SCOT, mais ça a été mis en œuvre, des projets de périmètre de protection des espaces naturels et agricoles, périurbains, des PAN, ou des zones agricoles protégées, des ZAP. Un grand péant au nord de l'agglomération entre le projet d'aéroport et l'agglomération qui était acté dans le principe, était fixé dans le SCOT. Un autre à Saint-Nazaire, sur une dynamique d'agriculture et de résistance de l'agriculture face à une pression foncière et urbaine littorale. Et une ZAP, par exemple, il y en a une à Savenay, au sud de la gare. Donc ça, on est passé de 370 à 322. Mais vous voyez dans le graphique l'importance qu'a pris le violet, les zones d'activité. Et c'est un des enjeux du prochain SCOT, c'est de dire comment les zones d'activité, d'une manière générale, ce n'est que 25% de l'emploi. Mais par contre, ce sont bien souvent, la plupart du temps, je vais le dire comme ça, des emplois qu'on ne peut pas mettre ailleurs parce que ce sont des emplois industriels qui ont des nuisances de logistique, de bruit, de risques, etc. Il y en a, je dis la plupart du temps parce que quand il y a un cabinet comptable, etc., il pourrait être ailleurs, il pourrait être en ville. Mais c'est que 25% de l'emploi, 75% de l'emploi, il est dans la ville constituée. Donc c'est un élément aussi important. Il faut qu'on amène collectivement, hein, parce que les élus, les chefs d'entreprise, les urbanistes, on est collectivement, les urbanistes en mettant des règles, les chefs d'entreprise parfois en disant il faut absolument 40% de pelouse quand vous construisez une entreprise de je sais pas quoi, de boulons. Est-ce que vraiment l'entrepreneur a besoin de 40% de pelouse ? Le chef d'entreprise, parce que lui, il se dit toujours je vais grandir et j'achète plus et je consomme du foncier, parce que pour certains ils ont une stratégie patrimoniale, personnelle, et les élus parce qu'on veut faire beaucoup de zones d'activité, en tout cas ça s'est vu, je ne vais pas faire procès à ceux qui arrivent, mais en tout cas dans les années précédentes. Et puis on a prélevé des zones d'activité qui ne sont plus d'usage agricole, mais qui sont vides. Donc voilà, ce sont des éléments sur lesquels nos élus auront à réfléchir. La forme de la métropole, on reste sur cette forme polycentrique, et là il n'y aura pas de remise en cause dans le SCOT 2 de se dire, il y aura une précision de cette armature urbaine, puisqu'aujourd'hui, dans le SCOT 1, la maturité n'était pas suffisante pour aller plus dans le détail. Mais bien sûr, on a une polarité interrégionale, mais qui n'est pas un tout homogène, et vous le savez, puisqu'on est ici au Conseil de développement de Nantes Métropole, entre le nord, le sud, entre l'intra et l'extra-périphérique. Donc le SCOT 2 ira de manière plus précise sur ces questions-là, mais la maturité n'était pas suffisante dans le premier SCOT pour Saint-Nazaire. Et puis, c'est
cette dynamique de pôle structurant qu'on a essayé d'amener, qui commence pour certaines communes à prendre corps, et bien entendu la structuration autour de l'eau et des espaces naturels. Les déplacements, c'est 2,7, hein, c'est 2,689, enfin bon, bref, il faut retenir 2,7. On a quand même une montée en puissance des transports collectifs. On a, depuis quelques années très récents sur l'agglomération nantaise, et c'est uniquement vrai sur l'agglomération nantaise, une montée en puissance du vélo, une accélération. Ça ne résout pas tout. Il y a aussi des problèmes et une mobilité en véhicules légers qui se posent. Voilà, 50% de modes motorisés individuels, 49% de modes alternatifs, mais bien entendu, si on se situe dans le périurbain ou dans Nantes Métropole et l'intrapériphérique, ce rapport, ça c'est une moyenne à l'échelle métropolitaine, ce rapport n'est pas du tout le même. 7,1 km distance moyenne d'un déplacement, mais 5,6 km pour un habitant d'une centralité et 10,3 pour un périurbain. Donc voilà, mais on a un travail, on a un prochain atelier avec nos élus il y a dans 10 jours sur cette question-là des mobilités. La dynamique économique, 1,7 par an d'emplois salariés privés. Faut avoir en tête, on l'a répété à nos élus, que Nantes-Saint-Nazaire a la chance de mieux résister à la crise et d'être une aire urbaine qui crée de l'emploi et qui a une dynamique positive dans un pays qui en perd. Hein, entre 2008 et 2012, les 2 tiers de si vous voulez, il y a des aires urbaines qui perdent des emplois, d'autres qui en gagnent. Parmi celles qui en gagnent, 66% des 215 aires urbaines qui gagnent des emplois, du nombre d'emplois gagnés par ces 215 aires urbaines, je vais y arriver pour être clair, c'est porté seulement par 8 aires urbaines, dont, dans l'ordre, Toulouse, Lyon, Nantes. Voilà, donc une responsabilité nationale. 60% des employés salariés privés dans le tertiaire, 14% dans l'industrie, mais il faut se méfier de ce chiffre de 60% dans le tertiaire, parce qu'aujourd'hui, une partie de l'activité industrielle est à cheval entre ce tertiaire industriel de soutien à l'activité industrielle. Hein, donc on a des chiffres plus précis, mais volontairement dans une dynamique de présentation d'un PowerPoint, on ne rentre pas dans le détail, parce que chaque thématique mériterait à l'être seule un temps spécifique. Un doublement des emplois des activités informatiques d'information de R&D, un rattrapage de Nantes, de l'agglomération de Nantes Métropole dans ses fonctions de cadre supérieur, hein, par rapport, qui était une question dans le SCOT 1, un très grand rattrapage par rapport à d'autres métropoles de rang inférieur à l'époque, et aussi un mouvement qui s'opère sur la couronne proche de la métropole, et puis une diversification, une résistance, je dirais, du côté nazérienne sur les aspects industriels. Et puis quelque chose aussi qui était important et qui reprend d'autant plus de force, qui est la dynamique touristique, l'économie résidentielle, qui est un élément extrêmement important pour nous. Nous avons entre-temps, entre le SCOT de 2007 et la révision, élaboré ce qu'on appelle un document d'aménagement commercial. Donc c'est un document qui gère spécifiquement ce qu'on appelle les zones d'aménagement commercial, c'est-à-dire toute la grande distribution, les plus de 1000 m². Donc il y a à peu près 1 230 000 m² de surface commerciale, là, dites de grande surface, hein, dans le vocabulaire commun, on ne parle pas des petits magasins. 15% sont dans le cœur des deux agglomérations, et 142 000 m² 500 de surface de proximité. Et puis c'est là où il y a, et vous voyez des petits points,
toutes les zones de périphérie. Alors la plus facile, la plus connue, Atlantis. Et on a des règles qui viennent définir et des cartographies là où on peut implanter, où on ne peut pas implanter, et réguler le développement de ces zones de périphérie. Donc ce document est opposable depuis l'automne 2012, 13. Je vais trop... L'environnement, extrêmement important avec l'estuaire, bien sûr, c'est 34 000 hectares de zone humide, 35% de la superficie du SCOT en zone naturelle. Nous avions dans le SCOT 1 élaboré des coupures d'urbanisation, 117 km. Il va falloir qu'on aille plus loin sur cette question-là dans le SCOT 2, cette question du paysage. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on a lancé un appel à projet eau et paysage, et les équipes qui ont été retenues ont eu, sur des sites particuliers, in fine, dans les mois qui viennent de s'achever, ont eu une lecture paysagère métropolitaine, et c'est extrêmement important pour nous. Bien sûr, les émissions de CO2, on travaille là-dessus avec Air Pays de la Loire, qui a un outil de mesure des émissions, de modélisation des émissions de CO2 qui s'appelle Basemis. La qualité de l'air, il y a quelques jours de ça, elle était très mauvaise ici, notamment due aux particules fines. Donc c'est un élément important. Et puis la transition énergétique, qui est un sujet qui n'avait pas été... Je peux même pas dire esquissé, abordé comme ça, pour mémoire, dans le premier SCOT, mais qui sera un socle du second. Et puis, bien sûr, les ressources, d'une manière générale, et on a cette notion de ressources, qu'elles soient alimentaires ou vivrières, comme l'air, l'eau, sont extrêmement importantes et doivent conduire ce cap pour Nantes-Saint-Nazaire, pour emmener Nantes-Saint-Nazaire à l'horizon 2030-2040. Et j'ai mis en conclusion, je vais m'arrêter là, quelques questions qu'on avait soumises aux élus. Il y en a plein d'autres, et puis je pense qu'on sera appelé à se revoir. C'était un premier jet. Comment accueillir les 150 000 habitants supplémentaires attendus en 2030, dont je rappelle les 3/4 sont du solde naturel, ne sont pas du solde migratoire. Quelle répartition entre les agglomérations et les territoires, et quelle dynamique doit organiser la métropole et le pôle métropolitain, non seulement à son échelle, mais aussi avec les territoires voisins. Quel équilibre au sein des territoires, les pôles structurants, les pôles intermédiaires, les communes, cette notion de la hiérarchie urbaine. Quels objectifs de production de logement, mais pas seulement les objectifs de production de logement, quel logement produire qui répondent à la demande, puisque la demande majoritairement est celle de la maison individuelle. Donc voilà, il y a des raisons à ça. Il faut savoir les entendre. Et qui bien souvent ont trait aussi à la question du vivre ensemble. La question de l'accessibilité du logement à tous, partout, donc les logements sociaux. Moins consommatrice d'espace, j'y reviens pas, je l'ai dit tout à l'heure, et y compris sur les zones d'activité. Une métropole active, quel objectif dans la définition d'une stratégie économique partagée, équilibrée du développement de l'emploi dans ces filières? Si on parle d'agriculture, on ne parle pas seulement d'agriculture, on parle d'agroalimentaire derrière, on parle d'une filière complète de l'alimentation. Le numérique, comment va-t-il ou pas impacter alors il y a le schéma, il y a le numérique hard, je dirais les tuyaux, avoir du haut débit et éviter la fracture numérique. Mais il y a aussi le numérique dans comment à 20 ans, si on se projette il y a 20 ans, il n'y avait pas Internet. Donc voilà, donc dans 20 ans, comment le numérique va-t-il impacter et va-t-il se développer et impacter la ville? C'est ça aussi, les stratégies économiques.
Cette question des centres-villes et des centres-bourgs, de la centralité dans un contexte où nous parcourons tous, nous sommes tous multi-territoires, de plus en plus, nous sommes à toutes échelles, on est multi-territoire parce que voilà, si je prends mon cas, je suis lyonnais, donc j'ai eu plusieurs vies professionnelles, je voyage, donc je suis multi-territoire, mais aussi dans ma vie de tous les jours, je suis multi-territoire parce que même si avec l'équipe du pôle métropolitain, on est des espèces un peu particulières, hein, on a des corridors de biodiversité très larges sur l'espace du pôle, on est certainement l'espèce la plus mobile. On a des appartenances, y compris pour un habitant de l'agglomération, dans Nantes, à Saint-Herblain, qui à Vertou, pour des raisons familiales, de loisirs, professionnels, etc. Et on a des zones de blanc dans ces espaces-là. Donc comment le polycentrisme et comment on traite cette question de la centralité et par exemple le rôle de Saint-Herblain, je disais tout à l'heure, Saint-Herblain aujourd'hui a plus d'emplois que Saint-Nazaire, ce qui n'était pas le cas au début dans le SCOT 1, à l'échelle départementale, c'est le deuxième pôle d'emploi départemental après Nantes. Quelles mesures pour anticiper le développement des nouvelles formes de commerce? Nous avons subi, il faut le dire, le drive. On ne peut pas tout régenter non plus, il faut l'accepter. Parce que ces documents d'urbanisme mettent du temps, donc il faut aussi peut-être nous-mêmes dans l'écriture de la règle ne pas vouloir trop aller dans le détail, dans la finesse, pour ne pas se trouver piégé par des évolutions qui iront plus vite que nous, parce que ça aussi, l'accélération complète de l'immutation de la société, elles sont claires, donc c'est pour nous aussi une interrogation intellectuelle. Une métropole accessible, alors la grande accessibilité, il y a eu un débat récemment sur une ligne nouvelle entre Nantes et Rennes, il y a le projet d'aéroport, le grand port maritime, quelle place du grand port maritime, port énergétique, il est énergique aussi, à l'horizon 2030, mais aussi de proximité, les transports collectifs, le cocktail de mobilité, puisque il n'y a pas de solution miracle en la matière. Et donc c'est bien une chaîne de déplacement et un cocktail de mobilité. Donc c'est le dosage de ça et la capacité des acteurs et des autorités organisatrices de travailler ensemble. Mais ça, les lois en cours d'examen, notamment le deuxième volet de la loi de décentralisation, vient clarifier un peu les choses. Une métropole verte et bleue, préservation de l'environnement et développement, ce SCOT-là, plus que le précédent, atteint un moment où on va définir une forme d'espace urbain, je vais le dire comme ça, d'équilibre entre l'espace urbain et la préservation de l'environnement, et qui sera cet équilibre, à mon sens, fondateur pour plusieurs années, plusieurs décennies. C'est-à-dire que on a voilà, on a fini aujourd'hui dans le modèle de développement de se dire les terres agricoles, les zones humides, voilà, on fait ce qu'on veut dessus. Et donc ce SCOT 2, dans ce moment-là, fixera des grands équilibres qui vont durer sur du long terme, à mon sens. C'est une conviction personnelle, mais c'est extrêmement importante. Comment valoriser les espaces agricoles comme source de développement? Je parlais tout à l'heure d'alimentation, hein, réchauffement climatique, résilience, montée des eaux sur l'estuaire, résurgence de cette montée des eaux sur un parc capillarité sur les réseaux d'eau pluviale. Enfin voilà, on a plein de sujets comme ça. Ce n'est pas que le SCOT qui répondra, hein, mais il est là pour fixer aussi des axes de réflexion. Parce que je vous dis, c'est pour ça qu'il ne répondra pas à tout, parce qu'on n'a qu'un an. Donc voilà, c'est là aussi. Vous voyez ici le grand calendrier. Les grandes étapes, je vais partir par la dernière. 2017, approbation. 1er janvier 2017, nous devons avoir un SCOT exécutoire. C'est la loi. Voilà.
qui doit avoir intégré les dispositions du Grenelle de l'environnement. Et comme c'est une procédure administrative qui crée de la règle et du droit, et c'est logique, et elle a la nécessité d'être soumise à enquête publique, à avis de ce qu'on appelle les personnes publiques associées, que sont le conseil général, le conseil régional, les chambres consulaires. Enfin voilà, c'est 3 mois d'avis, 3 mois, tout compris, il n'y a qu'un mois d'enquête, mais 3 mois d'enquête. Donc tout ça fait qu'il y a une phase que vous voyez en grisé, hein, je suis parti de la droite vers la gauche, qui nous amènera à arrêter le projet de Scott, qui est un vote qui finalise un projet au tout début de l'année 2016. Nous sommes donc le 7 janvier 2015. Quand je dis il y a un an, là je vois Claire qui, qui se décompose. Voilà, nous avons 12 mois devant nous pour cette question-là. Alors, on ne part pas d'une page blanche, hein. Il y a un premier SCOT, il y a une évaluation, il y a ce que je disais tout à l'heure, un certain nombre d'éléments d'acquis, de fondamentaux acquis. Et on a un objectif qui est un débat sur les orientations du projet, les scénarios, le choix du scénario, à l'automne 2015. Automne 2016, c'était live. En septembre 2016. Septembre-octobre, la date n'est pas encore arrêtée. Et nous aurons, et Gabriel, vous avez précédent président du pôle métropolitain, Gilles Retière, avait interrogé les conseils de développement en matière de concertation. Aujourd'hui, je ne peux pas vous annoncer de manière officielle, puisque ce n'est pas acté totalement par les élus, même s'ils en ont discuté, les modalités le plan de concertation dans les détails. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça aura lieu en juin. Il y aura un moment fort en juin, et sans doute un à l'automne, mais plus difficile à placer, puisqu'il y a, en plus de cette année 2015, voilà, nous cumulons on aime bien les difficultés, c'est pas de notre fait, 2 élections, donc des périodes préélectorales pour ces 2 élections. Donc ils vont nous poser des questions, nous, en termes de concertation publique. Donc juin, il n'y a pas d'élection, donc ça c'est bien, et pas de période préélectorale. Sans doute 2 modalités. On a bien retenu vos propositions collectives de se dire, ça sert à rien d'interroger les habitants sur que sera Nantes-Saint-Nazaire en 2030. Vous avez 2 heures. Parce que c'est une échelle à la fois géographique, temporelle, qui est extrêmement difficile à appréhender. Donc de serrer les thèmes et de poser des questions plus précises et pas vouloir tout embrasser parce que c'est éminemment complexe. De proposer une audition d'acteurs sur la base de contributions. Et d'avoir des forums participatifs avec des citoyens, pourquoi pas tirer au sort, 1 ou 2 ou 3, en posant les mêmes questions dans ces forums, à la fois en alliant le quantitatif et le qualitatif dans une méthodologie pour amener tout ça avant le débat sur le projet de PADD des éléments, des paroles, différents types de paroles, puisque vous aussi vous allez commencer votre travail conseil de développement de Nantes. Vous travaillez avec vos 4 autres collègues des conseils de développement qui existent sur les autres EPCI. Donc il y aura les paroles des conseils de développement de manière individuelle, les paroles des conseils de développement individuels, collectives et individuelles, les paroles des habitants, les paroles des acteurs, et là les élus feront leur job d'élu en septembre, c'est de faire la synthèse de ça, de définir en fonction de l'intérêt général le débat et le choix sur le projet d'aménagement et de développement durable. Et j'en ai terminé. Très bien, donc vous avez beaucoup d'éléments à discuter. Avant de vous passer la parole pour les questions, je voudrais juste signaler l'arrivée d'un nouvel élève qui est assis au premier rang, qui s'appelle Gérard Potillon, qui a une particularité, c'est celle d'être un ancien maire, parce qu'il était maire de la Chapelle-sur-Erdre. Donc avec Christian Davia, ça fait déjà 2 anciens maires dans la salle, donc le pourcentage a augmenté très, très, très largement.
Et plus Madame Vérac, que j'avais pas vu arriver, donc Madame Vérac qui est l'ancienne maire de la Chevrolière, donc effectivement le pourcentage devient très élevé. Voilà, donc par rapport à tout ce qu'a dit Stéphane Bois, bah, écoutez, la parole est à vous, à la fois les questions à la fois sur le bilan du premier SCOT et puis sur les enjeux du nouveau. Oui, merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Dans votre exposé, il y a 3 acteurs institutionnels qui n'arrivent que vraiment à la fin. En 2016, et au titre d'une procédure obligatoire du fait de la loi, l'État, la région, le département. Je devrais ajouter les chambres consulaires, ça fait un peu plus que 3. Alors, ma question c'est, est-ce qu'ils sont en dehors de toute l'action 2014-2016 d'élaboration, ou est-ce que c'est le fait que c'est d'abord les EPCI qui sont au cœur de l'action qui fait que vous n'en avez parlé qu'à la fin? Non, je vais vous rassurer. Ah oui, c'est plus fort celui-là. J'en ai parlé à la fin parce que je ne me suis pas appesanti sur la méthode. Mais pour nous, c'est extrêmement important. Je sors d'une réunion avec les 3 chambres consulaires pour voir avec eux comment on va travailler en amont dans cette même logique de co-construction. Avec l'État, on a des réunions régulières avec les services de la DDTM et de l'ADREAL, qui sont aujourd'hui les chevilles ouvrières. Et l'État qui avait une DTA, mais une DTA qui aujourd'hui est datée sur des questions, par exemple environnementales, elle était absolument datée, puisqu'elle a une vision très statique de la protection environnementale, la DTA de 2006. Quant au conseil régional et général, c'est pareil, conseil général, on a une cellule de travail en commun sur les sujets qui leur importent eux, parce que par exemple eux ils sont autorité organisatrice des transports dans le périurbain, et le SCOT est un moyen, s'ils développent du Lila Premier comme l'expérimentation qu'ils ont faite entre Grandchamp et la métropole nantaise, eh ben, il faut peut-être qu'on densifie de manière un peu plus forte le long des axes, des arrêts de ces lignes Lila Premier. Ils viennent d'adopter leur schéma, leur nouveau schéma de mobilité. C'est la même chose sur le schéma d'aménagement et de développement numérique. Pour la région, la question est plus... Alors, on échappe à un bouleversement de périmètre, c'est très bien, de mon point de vue. Là, strictement, je ne rentre pas sur le sujet, sur le fond, mais de conduite de projet dans un temps limité. Mais les régions vont avoir... La loi NOTRe est en train d'être élaborée par notre représentation nationale, à faire des schémas prescriptifs, des schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires, SRADDT, dans les 2 ans qui suivent l'élection, donc sur la période 2016-2018. Donc eux, ils sont dans une posture, on travaille avec eux, parce que ce sont les chefs de file par exemple du transport ferroviaire, en matière de développement économique. Mais eux, ils sont dans une logique de SRCE, c'est le co-maître d'ouvrage du schéma régional de cohérence écologique avec l'État. Donc nous, on a un chantier très spécifique, même si le schéma régional de cohérence écologique n'est pas encore aujourd'hui approuvé, de déclinaison de ce schéma à des corridors de biodiversité à l'échelle du pôle. Donc voilà, je ne me suis pas appesanti sur cette question du mode de faire, de la mécanique, mais il y a une volonté partagée de l'ensemble des 6 élus de co-construire ce sujet, et c'est notamment pour ça aussi qu'ils ont prévu, au-delà de ces personnes publiques associées qui sont... c'est d'ailleurs une volonté partagée, c'est-à-dire qu'ils ne souhaitent pas être juste en réaction, comme ils l'ont pu l'être tous dans le premier SCOT. Mais dans le premier SCOT, il y avait une maturité du collectif
composée des 5 EPCI à l'époque, puisque Blain a rejoint le périmètre du SCOT après, moins stable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, on est plus un collectif, donc plus à même de discuter plus en amont, tout de suite avec les autres. Oui, c'est une question. C'est une question de casting un peu parce que ton exposé amène beaucoup de questions qui méritent d'être approfondies sur beaucoup de choses. Mais pour moi, il y a une question de casting parce que je suis très attentif à l'impact que peut avoir un SCOT pour avoir un peu participé à l'élaboration en tant que chambre consulaire du SCOT 1. Je crois beaucoup dans ces documents d'orientation et je reviendrai même un petit peu en arrière avant de poser ma question. Je trouve qu'il y a une grande continuité sur notre territoire depuis le schéma d'aménagement et d'urbanisme de Nantes-Saint-Nazaire des années 70 avec la DTA, le SCOT, tout ça je trouve il y a pas vraiment le SCOT apporte de la valeur ajoutée à tous ces documents, mais je trouve qu'il y a une réelle continuité qui serait intéressante à analyser un peu avec une vue rétrospective de tout ça. Mais j'en viens à ma question de casting. Actuellement, si je prends Nantes Métropole, il y a l'élaboration d'un PLU intercommunal qui est lancé avec une échéance 2017 ou 2018. Qui fixe aussi un document d'orientation. Comment ça peut s'articuler? Parce que le SCOT, dans sa phase exécutoire, va être un document opposable au tiers, donc il va s'imposer aux EPCI concernés dans un certain nombre de domaines. Ça suppose vraiment un fondu enchaîné très précis, tant au niveau politique qu'administratif, entre ces deux documents. Comment ça va se faire? Merci de la question, parce qu'elle est intéressante. Elle nous occupe, elle nous préoccupe. Parce que la grande nouveauté, une des grandes nouveautés, parce qu'il y en a plusieurs, mais entre le SCOT 1 et le SCOT 2, c'est le SCOT 2. Le SCOT 1 s'intéressait à l'époque à 57 PLU, puis 61 avec l'arrivée du Pays de Blain. Il y a 36 PLU de moins. Enfin, 34 PLU de moins, puisque Nantes Métropole, on passe de 24 PLU à 1 PLU, et à Ardrégève, on passe de 12 PLU à 1 PLU intercommunal. Donc nous aussi, je disais que tout à l'heure, les schémas de secteur, et pour Ardrégève, c'est symptomatique, le schéma de secteur, il a servi de tremplin pour aller vers le PLU intercommunal. Très clairement. Ils ont quand même fait voter dans le précédent mandat, en fin de mandat, à l'unanimité, la prise de compétence du PLU intercommunal. Pourquoi? Mais parce qu'ils avaient, pendant tout le début du mandat précédent, travaillé à l'élaboration du schéma de secteur déclinaison du SCOT. Et donc pour nous, pour répondre, c'est une préoccupation majeure parce qu'on n'écrit pas un SCOT de la même manière s'il s'adresse à un PLU géré par un EPCI ou un PLU géré par un conseil municipal. Et la concomitance, on peut y voir une forme d'incohérence, mais on peut y voir aussi une chance. C'est-à-dire qu'on est en capacité, mais c'est notre responsabilité, à la fois, tu as raison, de techniciens et politiques, d'assurer le go-between. Et on en est conscient, alors il a les épaules larges, mais nous avons mis en place un atelier permanent de la révision du SCOT, parce que compte tenu du temps, on considérait que nous n'avions pas le temps de prendre, comme dans le premier SCOT, des commissions thématiques. Donc nous avons 25 élus qui voient tout en transversalité et qui forment l'atelier permanent. Et qui après vont soit sous la forme de la conférence débat dont certains d'entre vous y ont participé à Cordemais, soit de séminaires internes, rendre compte et faire des allers-retours comme ça. Le vice-président en charge de l'urbanisme de Nantes Métropole, Pascal Prat, qui est donc le responsable de l'élaboration du PLU métropolitain, et le rapporteur général de l'atelier de la révision du SCOT.
Voilà, donc, et Sylvain Lefeuvre, vice-président en charge du PLU intercommunal, adjoint à Nord-sur-Erdre, vice-président de la CCG en charge du PLU intercommunal, et membre de l'atelier de la révision. Et c'est sur ces hommes, mais parce qu'à un moment donné, il faut que ça repose sur des hommes, ou des femmes, hein, mais c'est là en l'occurrence, mais ça reposera sur Sylvie Cauchy à la Carène, la maire de Béné, que va peser cette notion de cohérence et d'écriture, avec un tout petit décalage dans le temps pour les PLU, puisqu'ils ont un an de plus que nous. Mais ils vont sur une règle plus précise. Donc voilà, la difficulté est pas tant d'ailleurs pour nous, parce que c'est plus facile quand un EPCI du coup fédère et fait le travail de discussion en interne avec ses communes, que dans les autres territoires qui ne sont pas passés à l'option PLU intercommunal, où là, je ne l'ai pas précisé, hein, mais l'équipe du pôle, elle est pléthorique, puisque nous sommes 4. Donc on ne va pas aller discuter, à la fois animer le process d'élaboration du SCOT et aller discuter avec chaque conseil municipal qui reste. Donc les 8 de Loire-et-Sillon, les 4 de Blain, 8 et 4, 12, 15, 25 PLU qui restent. Hein, donc les 25 conseils municipaux qui restent. La Carène aujourd'hui n'est pas dans un process de passage dans un PLU intercommunal. Après, à la Carène, des fois, tout va très vite. Donc, c'est portuaire. Donc, quand on décide, on fait. Donc, voilà. Oui, merci pour votre exposé. Vous avez très rapidement, j'en suis content, mais insatisfait quand même, évoqué la DTA, Directive territoriale d'aménagement. Il se trouve que je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, j'en ai suivi l'élaboration pendant longtemps, et il y a dans la DTA des tas de choses passionnantes, en particulier en matière d'environnement, de repérage des espaces verts, des zones humides, des zones remarquables, des paysages, etc. Il y a des cartes qui sont tout à fait bien faites. Et les cartes, quand même, sont très parlantes. Et qu'est-ce que vous faites de ces documents? Est-ce que vous allez opérer une mise à jour, en quelque sorte, de la DTA, ou est-ce que vous allez demander une annulation de la DTA? Parce que de toute façon, juridiquement, et je suis juriste, je m'en excuse, juridiquement, un document qui existe continue à avoir de la portée. Or, vous le savez bien, ces cartes de la DTA, qui font tout l'intérêt de la DTA, sont extrêmement parlantes et, ma foi, relatent une réalité en matière d'espace, de zones humides, d'espaces remarquables, avec même, si je parle de mémoire, une distinction entre les espaces remarquables et les espaces d'intérêt, simplement intéressants. Tout ça me paraît quand même très intéressant et important. Alors, l'avenir des DTA, on va pas en parler là, mais parce que c'est... Non, mais d'une manière générale, parce qu'elle ne m'appartient pas, parce que le législateur est en train de mettre des schémas régionaux. C'est le préfet qui est responsable. Oui, mais je me place même dans une autre dynamique, dans celle qui est à l'heure actuelle au Parlement, de dire on décentralise aux régions le pouvoir de la règle d'urbanisme par l'intermédiaire d'un schéma régional d'aménagement de développement du territoire. Donc, à l'échelle régionale, que devient, du coup, la pertinence ou pas d'un process de l'État inférieur à un schéma régional? Les services de l'État se la posent au jour d'aujourd'hui. Je ne crois pas que ça soit dit quelque part que c'est inférieur aux documents régionaux, la DTA. Si. Mais c'est adopté par décret. Oui, c'est adopté par décret, mais si vous voulez, monsieur, c'est les discussions qui sont en cours au ministère et qui vont sans doute conduire dans les années à venir à dire on ne peut pas dire c'est à la région comment le fait l'Italie de définir les règles d'urbanisme et derrière avoir un État qui continue à avoir un document qui s'impose mais sur un périmètre plus petit que celui de la région. Donc voilà, puisque les schémas régionaux seront eux-mêmes approuvés en Conseil d'État.
Donc voilà, donc ça, le droit va évoluer là-dessus, mais on va pas faire un débat de spécialistes là-dessus. Sur la DTA de l'estuaire de la Loire qui nous concerne, sur l'environnement, je disais tout à l'heure, il est statique. Oui, il est statique puisque effectivement les cartes sont intéressantes et on les a repris dans le SCOTIN, puisque vous y participiez. Donc un certain nombre d'espaces naturels d'intérêt exceptionnel ont été cartographiés et protégés dans le SCOTIN. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde les cartes du SRCE, et notamment, c'est toutes les dynamiques des corridors de biodiversité qui sont intéressantes. Et c'est pour ça que je disais que la DTA a une vision statique. Elle a mis le point sur des éléments extrêmement intéressants. Je ne remets pas ça en cause. Mais par contre, si on regarde la DTA, le plateau, enfin, il y a le sillon qui est protégé. Il y a les vallées, la vallée du Gèvre, la vallée de l'Erdre, la vallée de la Sèvre, du Sens. Mais le plateau lui-même et ses corridors biologiques et comment ça se passe, et notamment dans les zones agricoles, le rôle du bocage, c'est pas dans ces cartes-là, et c'est dans les nouvelles cartes du schéma régional de cohérence écologique. Donc c'est en cela que je dis que... Et puis la DTA aujourd'hui, elle a des éléments qui restent d'actualité sur les... Alors, sur les pôles d'équilibre dans la DTA, sur la structuration du polycentrisme. Donc oui, et de toute façon, nous devons la respecter, elle reste un document de droit. Hein. Elle porte l'aéroport, elle porte une question pour les collectivités d'un éventuel franchissement, mais ça je vais pas... c'est le débat Loire qui est en cours. Un des éléments du débat Loire, parce que ça ne se résume pas qu'à ça. Donc voilà, non, on ne l'oublie pas, hein, c'est pas ce que je disais, on ne l'oublie pas. Mais simplement, il y a aujourd'hui des documents qui sont venus enrichir des thèmes qui étaient tous abordés dans la DTA, mais qui sont venus les préciser, puisque le schéma régional de cohérence écologique, pour ne citer que lui, est d'une échelle bien plus précise en plus dans la cartographie qu'il produit. Andrea Brotto. Ouais. Oui. Le SCOT, donc un schéma qui a pour objectif de mettre de la cohérence sur un territoire qualifié de métropolitain. La cohérence, c'est fondamental, s'agissant finalement d'un aménagement du territoire, et vous nous avez bien exposé les domaines sur lesquels devait s'appliquer cette cohérence. Ma question, je ne suis sans doute pas le seul à me la poser ici, et d'autres l'ont fait avant moi, c'est de savoir si la révision du SCOT intégrera ou pas la révision du territoire. Parce qu'il sera, à mon avis, indispensable que des secteurs qui font incontestablement partie de la métropole, au sens de métropole, au sens de bassin de vie, de bassin d'attractivité, ont besoin, comme les autres qui en font déjà partie, de cette cohérence. Donc c'est ce que je voulais savoir, si on peut espérer que la révision intègre la révision aussi du territoire. Non. Là, je vais être... Une réponse claire. Parce qu'on va pas courir chaque fois après... mais ça veut pas dire qu'on se préoccupe pas du sujet. Ça veut dire que la question, elle est bonne. C'est qu'effectivement, le bassin de vie, il dépasse les frontières du SCOT. Mais sauf qu'à un moment donné, la recherche du périmètre idéal, elle peut durer longtemps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'à un moment donné, il faut aussi qu'on aille travailler avec Cholet, il faut aussi qu'on aille travailler avec Bain de Bretagne, parce que le système urbain métropolitain, il est plus large. Donc, on a des collaborations à différentes échelles. Et à un moment donné, le SCOT du Pays de Ré s'est structuré. Il vaut mieux qu'on discute avec eux. Il est en train de se structurer en pôle d'équilibre. Ils n'ont pas souhaité venir parce que la porte a tout le temps été ouverte. Quand Jean-Marc Ayrault et Joël Batteux ont fait le SCOTIN, ils ont été très clairs et ont ouvert la porte. Sauf que cette possibilité n'a pas été saisie. Donc à un moment donné, la question, on ne peut pas la poser éternellement. On avance et on travaille ensemble. Quand on a répondu à Écocité en 2009, on est allé voir Sud-Estuaire
Et on leur a dit, vous répondez avec nous à Écocité. On n'est pas non plus, on n'a pas construit un mur sur l'estuaire. C'est-à-dire qu'on discute avec Yannick Horry, on discute avec Sud Estuaire, on discute très bien avec le vignoble. Après, c'est 2 SCOT. Vous savez, aujourd'hui, notre SCOT, il couvre 75% de la population des 2 aires urbaines de Nantes et de Saint-Nazaire. On serait à un taux de près de 85% si on est adjoint à la presqu'île. C'est un taux exceptionnel sur l'ensemble des métropoles françaises. Voilà, Lyon, ils sont à peine à 50% de l'aire urbaine dans leur SCOT. Donc, oui, je suis d'accord avec vous, sauf que à un moment donné, les bassins de vie, les mobilités quotidiennes sont plus larges que ça, mais attention de ne pas se leurrer quand on prend les franges. Quand on prend les franges d'une commune où il y a 500 actifs qui font partie de l'aire urbaine, oui, c'est une commune qui fait partie de l'aire urbaine, mais elle a 500 actifs. 40% de ces 500 actifs, faites le nombre en nombre d'actifs qui sont pendulaires. Et si on est à 35%, elle n'est pas dans l'aire urbaine. Du coup, on parle de 4-5 personnes. La marge d'erreur statistique, attention aux frontières aussi. Il ne faut pas compter en nombre de communes. Et pour moi, je crois plus à cette dynamique de discussion interscot, mais pas interscot pour discuter interscot avec un sujet. Pour moi, il y a par exemple, il y a un vrai sujet interscot qui est l'axe Nantes-Rennes. La place de Châteaubriand, Bain de Bretagne, Redon, dans cet axe Nantes-Rennes, et qui est de la responsabilité des 2 métropoles, de la métropole nantaise et de la métropole rennaise. Au jour d'aujourd'hui, jusqu'à hier, jusqu'à un précédent mandat, le pays d'Anceny refusait de travailler avec nous. C'est une réalité. Il disait, je ne discute pas avec le monstre métropolitain. C'est des propos politiques. Donc on fait avec. Pour autant, il y a des communes, alors c'est pas là où elle est plus étendue, c'est au sud, c'est sur le Pays de Ré, sur le vignoble, et que l'aire urbaine est le plus étendue. Au nord, on est quasi à la totalité de l'aire urbaine, excepté la communauté de communes de la région de Nozay. Et la frange par rapport à Anceny. Mais néanmoins, il faut... Même si Anceny ne fait pas partie de l'aire urbaine, fait partie du système urbain métropolitain, il faut discuter avec Nancy, il faut discuter avec Cholet. C'est ça aussi, je pense, et la volonté de la présidente. Elle prend souvent cet exemple-là, quand au quartier de la création, on ravive le design, ça fait revivre l'industrie du meuble de Cholet. Donc la responsabilité métropolitaine, c'est d'être le moteur d'un moteur beaucoup plus large sur un territoire plus large. Et le pôle peut être un élément, il est imparfait, mais comme tout périmètre. Donc nous, de toute façon, même si on avait ouvert la question, le Pays de Ré aurait dit non, parce qu'ils sont structurés, c'est donc à un moment donné, les combats inutiles, on n'y va pas, quoi. C'est pour ça. Je suis assez franc, mais... Madame Bérac et puis Christian Davias après. Oui, monsieur, vous avez cité l'arrivée de la loi MATAM récente. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser de quelle manière le regard doit changer avec l'arrivée de cette loi pour élaborer ce nouveau SCOT? Quelle nouveauté apporte-t-elle éventuellement? Quelle différence y a-t-il dans l'approche du SCOT 2? Est-ce que la loi MATAM modifie peu ou profondément le regard qu'il faut avoir? Pour Nantes Métropole, assez peu. Parce que dans la loi MAPTAM, il y a des métropoles. Pour nos voisins et amis rennais, ils sont passés tout à coup d'un système de communauté d'agglomération, d'extension de périmètre et d'extension de compétences très forte et d'intégration très forte. Donc pour eux, c'est un bouleversement, un réel bouleversement. Et c'est vrai pour d'autres manières. À Lyon, c'est aussi un autre bouleversement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que eux, ils intègrent une partie du département et qui reverseront là, en ce moment, ils sont en train de discuter de la notion de compensation que va donner le Grand Lyon au département du Beaujolais, parce que c'est ce qui va rester. Donc c'est pas mal. Et donc ici, Nantes Métropole était très intégrée déjà.
le choix qui a été fait en 2001 quand Nantes Métropole a été créée, d'être dans un EPCI extrêmement intégré. Et aujourd'hui, le bouleversement, il se fait à la marge sur les compétences. Après, c'est la volonté politique. Et quand Johanna Roland, lors du dernier conseil communautaire, a proposé un nouveau pacte métropolitain sur des notions d'attractivité, c'est pour garder ce temps d'avance. Elle l'a dit elle-même au vœu, c'est-à-dire que Nantes Métropole, par rapport à d'autres métropoles, avait déjà tout intégré. Donc, elle souhaite garder le temps d'avance, et donc c'est pour ça qu'elle a proposé un nouveau pacte métropolitain pour aller plus loin. Donc, pour le SCOT, ce qui aurait pu être un mouvement, et c'est ce dont on vient de parler, plus bouleversant, entre guillemets, ça aurait été une évolution de périmètre, qu'elle soit au nord, au sud, à l'ouest ou à l'est, à 360 degrés autour de Nantes Métropole. Parce que ça aurait étendu le périmètre du SCOT, ou à contrario, parce que ça aurait fait disparaître ou modifier le périmètre d'une ou l'autre des intercommunalités actuellement dans le périmètre du pôle. Donc voilà. Mais vous avez un complément de question. Non, une remarque, si vous permettez. Vous avez inscrit dans l'une des slides que ce n'était pas un superflu, le SCOT. Oui. Moi, je serais un peu nuancée sur cette expression, parce que quand même, on est exactement dans une même démarche, à la fois d'élaboration, de dialogue pluricivique, si je puis dire, et surtout, c'est opposable au tiers. Donc je dirais plutôt qu'on est dans un plus mal détaillé, mais que ça reste un superflu, parce qu'il doit s'imposer au plus de chaque EPCI ou de chaque commune. Effectivement, vous avez raison. On peut le décrire comme ça, puisque la démarche est la même, mais par contre c'est le niveau de détail. Nous, quand on dit ça et qu'on utilise ça auprès de nos élus, c'est pour dire c'est pas lui qui va gérer le permis de construire et qui va gérer la hauteur du bâti chez vous, la couleur des volets et la couleur que vous avez imposée dans le PLU. Mais oui, nous sommes d'accord. Oui, mais, mais votre subtilité est intéressante. Parce que... Monsieur. Oui, moi j'avais les mêmes préoccupations que la question qui a précédé. Je ne voudrais pas réentamer le débat complètement là-dessus, mais quand même, c'est un territoire que nos administrés ne sentent pas. Et quelquefois les élus sentent mal. Oui. Mais on se pose toujours la question comment bâtir un schéma de cohérence sur un territoire qui n'est pas forcément cohérent. Bon, on va pas refaire le débat parce que vous avez apporté des éléments à la question précédente. Mais quand même, il y a l'estuaire. Et l'estuaire, c'est quand même un tout. C'est une zone relativement homogène, c'est une zone écologique, c'est une zone à vocation industrielle, c'est une voie de navigation. Comment peut-on traiter l'estuaire par morceaux en discutant entre le nord, le sud, etc. On voit pas bien tout ça pour une portion de territoire qui est très importante à divers titres. Alors je crois que moi, on ne peut pas se contenter de dire bah c'est comme ça, parce qu'il y a des élus qui ne veulent pas, mais c'est comme ça, et d'en rester là. Je crois qu'il faudrait une volonté qui s'exprime pour essayer d'avoir un territoire de ce SCOT un petit peu plus cohérent, et surtout autour de l'estuaire. Pour le débat, je comprends l'intervention de Christian, mais la recherche du territoire cohérent, c'est un peu comme la recherche du Saint Graal. Difficile à trouver, il y a différents niveaux de cohérence du territoire, et en ce qui me concerne, telles que sont les choses sur le plan de la distribution politique sur notre territoire, je crois qu'il y a plus à rechercher en termes de coopération entre les différents territoires, qu'à chercher le territoire pertinent. On ne le trouvera jamais, surtout le territoire pertinent, il est toujours en pleine évolution. Un territoire n'est pas figé. Mais c'est pour le débat. Puis je conclurai par une citation. Donc comme ça. Moi, j'avais une question. C'est pas une question. Je souhaiterais que tu puisses nous dire quels sont, au niveau des élus politiques ou des directions, des cadres qui sont impliqués dans ce travail, quels sont les débats autour du polycentrisme, parce que je crois que la forme de ce territoire, alors que ce soit le territoire du SCOT ou un territoire plus large,
on est dans un territoire où on a quand même su jouer. On n'est pas Toulouse, qui est une métropole qui a aspiré tout son interland. On est sur un territoire on appelait des pôles seconds, d'ailleurs des pôles d'équilibre, des pôles structurants. Mais quels sont les enjeux, quels sont les débats actuels à l'intérieur des réflexions du SCOT sur cette forme de polycentrisme du territoire? Les Rennais ont depuis longtemps préempté du moins le vocabulaire qui dans un mode de communication avec l'archipel, mais qui se place bien. Nous, c'est une urbanisation d'île, et cette question, elle est extrêmement prégnante, et notamment le soin. Et ça, j'ai évoqué tout à l'heure la question du travail avec les équipes. Je vais en dire un mot quand même, et je vais les citer, d'eau et paysage, puisqu'on a eu un dialogue compétitif. On a demandé, je vais faire une parenthèse et je vais revenir au polycentrisme, mais permettez-moi de faire une petite parenthèse quand même. On a demandé à chaque intercommunalité de nous choisir 6 sites paysagers, donc du Brivet pour la Carène jusqu'à la Brière. Pour Loire-et-Sillon, c'est le lac de Savenay et sa relation à l'estuaire. Pour Cœur d'Estuaire, c'est autour du port de Cordemais et de Lille, où il y a la centrale électrique. Pour Nantes Métropole, c'est toutes les prairies d'atterrissement de l'estuaire au sud-Loire, de Bouguenais jusqu'au canal de la Martinière. Pour Erdre-et-Gèvres, c'est le Gèvre. Et pour Blain, c'est les rapports de la ville de Blain avec le canal de Nantes à Brest et le château, tout cet espace-là, pour ceux qui connaissent, qui est un élément important. Et on a demandé à 4 équipes d'envergure nationale, et voire même internationale, de réfléchir à la fois à leur lecture du point de vue métropolitain, du paysage métropolitain, et à la fois d'apporter des réponses à ces problématiques sur ces espaces. Donc les équipes ont été des paysagistes comme Menu, comme Michel Desvignes, l'agence Terre, le nouveau Grand Prix de l'urbanisme avec Aubras, Frédéric Bonnet avec une équipe locale Phytolab de Maréchal, des jeunes, colocaux, bref. Mais tous nous ont dit l'importance de mettre en tension le territoire, de mettre en tension l'urbanisation par le paysage et par l'agriculture pour garder du vide, et ce qui fait cette spécificité. Et c'est pour ça que je reviens au polycentrisme. C'est-à-dire que le modèle urbain qui est prééminent dans le premier SCOT était tout sauf la continuité. Tout sauf la continuité, et c'est les 117 km de coupure verte que j'ai montré tout à l'heure, entre Nantes et Saint-Nazaire. Et de savoir mettre en tension les territoires. Et on a un autre concept, c'est de retrouver les îles. Aujourd'hui, on est un territoire d'eau, même quand on est sur le plateau, on est un territoire d'eau. Sauf qu'on ne sait plus qu'on franchit. Ça, c'est l'agence Terre qui a travaillé sur cette question-là. On ne sait plus qu'on franchit un cours d'eau. On ne sait plus qu'on franchit le Gèvre quand on va de Ragon à la sortie de Nantes jusqu'à Treillières Centre. Pour celui qui a des origines, qui se souvient de ses cours de géographie, sent bien que s'il descend, il se passe quelque chose dans le Talweg, mais voilà. Donc le paysage se ferme. Le paysage est en train de se fermer. Et donc comment on retrouve un cadrage de ce paysage, comment on entretient ce paysage, comment on en fait un élément de projet. C'est pour ça que je disais, M. Ménard est parti, que la DTA n'avait pas cette dimension-là. C'est-à-dire comment on protège l'environnement, bien sûr, le coteau, qui sont des espaces de biodiversité, mais comment on en fait aussi un élément de projet pour retrouver du sens. Aujourd'hui, le sillon, on ne perçoit plus qu'il est sillon, et que, en plus, on a tout fait pour que la 4 voies s'éloigne du bord du sillon, donc on ne voit pas ce rapport à la plaine alluviale et au grand paysage. Donc comment on retrouve ces éléments-là, et comment l'urbanisation là-dedans respecte ce projet de paysage, et comment, alors ta question va plus loin, c'est pas que cette question paysagère, comment on organise un développement des centralités, des fonctions de centralité
Et ça, c'est une question que doivent se poser aujourd'hui les collectivités quand l'État et la nation leur demandent d'économiser 11 milliards d'euros sur les prochains exercices budgétaires. C'est la question de la géographie des compétences. Et donc, qu'est-ce que je dois trouver comme équipement à proximité et qu'est-ce que je dois trouver à X minutes, à Y minutes et sur ce que j'ai. Et donc, ce travail-là, c'est un vrai travail de fond qu'on doit avoir sur cette question du polycentrisme. C'est-à-dire qu'au-delà de la version très minimaliste du polycentrisme qu'on avait dans le premier SCOT, d'une part l'agglo nantaise, d'autre part l'agglo nazérienne, et puis 5 pôles structurants, c'est plus fin que ça. Mais la contrainte budgétaire va amener les élus à ça. Je cherche mes notes parce que je voudrais vous chercher un chiffre. Voilà. Ils vont devoir, c'est ça, hiérarchiser les dépenses publiques et surtout, qu'est-ce qu'est le bien public primaire? Et qu'est-ce qui est le bien public primaire à l'échelle 1, qui est celle de la commune, à l'échelle 2, qui est celle de l'intercommunalité, et à l'échelle 3, qui est dans la relation à la grande agglomération, la plus proche, nazérienne ou nantaise. Et donc cette question du polycentrisme, elle est, je pense, au cœur, une des éléments au cœur du SCOT 2. Et voilà, je cherchais le chiffre sur en 2015, c'est moins 12%, les dotations des collectivités. En 2000, donc moins 3 milliards d'euros. Moins 4 milliards en 2016, moins 25%. 3 milliards en 2017, moins 33%. Ça va obliger à rationaliser des choses et à faire des choix. Le micro, là. Oui, c'est une petite expérience ancienne lorsque j'avais travaillé sur les fusions communales qui avaient été tentées dans les années 70 et on voyait bien comment par rapport à ce grand projet d'établir finalement des communes et des régions, enfin la taille européenne, avec justement cette pertinence de la desserte territoriale. On avait écrit un bouquin qui s'appelait L'espace rural français, où il y avait tout ce problème du découpage communal. Et en fait, ces fusions communales, elles ont assez, sauf exception, elles ont assez largement échoué. Voilà. Et donc on se retrouve dans la même situation que la discussion sur le découpage Sud-Loire, c'est-à-dire une question politique. Et donc les élus sont dans un schéma qui n'est pas celui de la desserte pertinente forcément des populations, mais de la desserte de leur réélection. Je suis un petit peu dur là-dessus, mais quand même, c'est un gros problème de blocage. Et donc c'est effectivement par ces contraintes financières qu'on risque d'avoir des modifications un petit peu du territoire. Donc c'est une interrogation, c'est-à-dire tout ce débat qu'on a là sur le SCOT, etc., sur quoi à la limite ça va déboucher en termes d'efficacité administrative, territoriale. Mais je ne voudrais pas quand même trop être négatif là-dessus, mais quand même il y a un problème qui rejoint un peu ce que disait aussi André Hubert Ménard d'une certaine manière, dans la contradiction, dans les choix juridiques, voilà. Mais j'arrête là-dessus, parce qu'on ne va pas être en période de déprime, il y en a assez déjà dans notre pays là en ce moment. Oui, d'accord. Je voudrais juste, si vous me permettez, citer Jean-Marc Hoffner, qui est le directeur de l'agence d'urbanisme, et quelqu'un de connu de Bordeaux, parce qu'il a trait sur ce qu'on a dit, ce que M. Jouvet a dit, ce que vous avez dit, messieurs. Il semble désormais vain de vouloir... Et je partage vraiment cette citation. Il semble désormais vain de vouloir unifier les territoires de la représentation citoyenne, de la délibération et de l'action. L'intérêt actuel du design institutionnel est moins d'établir des systèmes clairs que de faciliter l'émergence de diversité de territoires. À la fausse querelle, toujours vivace, sur l'adéquation entre espace fonctionnel et territoire institutionnel,
il convient de lui substituer le vrai débat sur les organisations spatiales de l'action collective pour articuler une diversité de territoires instables. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, monsieur, qu'il ne faut pas... moi, je vais vous le dire. Ça veut dire que la question n'est pas de fusionner Fête-Bretagne, Malville. C'est d'organiser l'action collective, parce que même les... Je ne sais pas si vous avez vu le journal de France 2 ou de France 3, ou peu importe, il y a quelques jours, 2 communes limitrophes complètement imbriquées. Les élus sont tous d'accord, ils fusionnent. C'est la population qui n'est pas d'accord. Donc, de toute manière, on est attaché à la commune. Donc, c'est la capacité. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir une secrétaire de... On peut toujours avoir 3 mairies, mais une seule secrétaire de mairie, ou un seul service achat, ou... Mais pas seulement, sur des compétences. Il y aura des communes, on est comme ça, au jour d'aujourd'hui, demandez à vos concitoyens autour de vous, faites le test. C'est très difficile de remettre en cause le périmètre de la commune et d'aller, alors, je parle même pas de la Brière, d'aller fusionner Saint-Malo à Saint-Joachim, je m'y risquerai pas. Non, mais donc voilà, c'est cette question de l'action collective, de l'action transversale, de l'action publique collective. C'est ce que dit Martin Vanier. Martin Vanier, il dit quoi aussi ? Il dit, mais on a des lycées. Puis il y a des gens qui s'occupent des lycées à la région, bien entendu, au rectorat, dans d'autres services. Pourquoi il n'y a pas des structures de mission ? C'est-à-dire tous ceux de ces structures-là qui s'occupent du lycée, ils sont ensemble dans le même endroit et qui travaillent sur la politique lycéenne. Donc, voilà, c'est ça la transversalité et le design. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de toute façon, on sent bien tous les débats, et je ne vais pas rentrer là-dedans, qu'il y a pu avoir sur les régions et sur le périmètre des régions. À un moment donné, il dit voilà, on découpe de telle manière. Alors là, on a une dimension, une démarche régalienne. Et puis là, on dit ah ben non, faut pas forcer les communes, etc. Vous voyez, c'est une contradiction quand même un peu majeure dans la démarche. Mais c'est pas de ça. Fait, mais non, mais je sais bien. Non, mais c'est vrai que collectivement, mais c'est un constat quand même qui est un sacré problème. Que les découpages institutionnels ne collent plus à la réalité d'aujourd'hui. Mais ils colleront jamais. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Madame Bérac, je crois encore une autre question. Écoutez, on s'est un petit peu éloigné, et je reviens au SCOT plus concret. Tout à l'heure, plus en amont des discussions, vous avez évoqué la question quel bien public demain est le prioritaire ? Le bien pour le prioritaire pour la commune, pour l'EPCI, etc. Et rapidement, la question d'argent a été évoquée. Bon, l'argent, c'est quelquefois le nerf de la guerre, ça l'est même toujours, mais en même temps, tout n'est pas argent. La philosophie d'un SCOT, c'est pas forcément de l'argent. Et je pense que dans ce débat-là, où on a beau évoquer de multiples cibles de réflexion, sur le fond, c'est quand même l'organisation et l'occupation du sol. Et il y a une problématique qui ne me semble pas apparaître peut-être suffisamment forte, c'est quand même toujours cette consommation d'espace permanente qui ne s'arrête pas. On court après un train qui ne s'arrête jamais. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'il faut cesser de consommer de l'espace. Ce n'est pas une question agricole seulement, ce n'est pas une question de paysage seulement. Tout ça, ce sont des faisceaux d'argumentation. Mais je pense que le mot imperméabilisation du sol et comment cesser cette artificialisation du sol, c'est le cœur de la problématique que nous avons. Il me semble qu'il faut vraiment que nos esprits évoluent là-dessus. Il faut passer du longitudinal au vertical, il faut se débrouiller. C'est effectivement une question majeure. C'est une question majeure, mais là aussi, alors c'est une note, je vais pas reprendre ce chiffre-là parce qu'on le prend souvent, mais c'est une vieille enquête du Crédoc, mais c'est qu'à un moment, il y a une demande sociale qui est l'individuel,
Et voilà. Et il y a, et je disais tout à l'heure, une difficulté du vivre ensemble. Je pense que la question du collectif, on pourrait faire le test entre vous, qui vit en collectif, qui est propriétaire en collectif et qui peut dire que toutes ces réunions de copropriété se passent super bien. Voilà, parce que c'est ça aussi, on le dit pas, hein, mais c'est ça aussi le problème du collectif, c'est le vivre ensemble, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est le partage d'un bien commun qui est l'immeuble. Et qui, parce qu'on le dit jamais, mais il faut, enfin, c'est pourquoi les gens veulent l'individuel, pas seulement pour l'individuel, c'est parce qu'ils sont tranquilles et ils n'ont pas de compte à demander à d'autres pour faire des travaux chez eux. C'est pas seulement l'espace extérieur. Hein. Quand j'entends autour de moi, c'est un peu ça aussi. Hein. Donc après, certains sont capables d'accepter ça parce qu'ils ont d'autres aménités. Parce qu'ils sont en centre-ville, parce qu'ils sont près des trams, et que c'est un arbitrage. Ou c'est parfois un arbitrage contraint financier, parce qu'on ne peut pas... donc voilà, mais l'aspiration... Alors, Jean Viard, que certains d'entre vous ont pu voir, on a fait faire une petite interview, le dit bien, il y a un besoin de toute manière d'espace extérieur. C'est un besoin de la tribu, puisqu'aujourd'hui on raisonne sur la tribu. Donc ce besoin d'espace extérieur, lui il dit, dans le logement collectif, il faut un tiers de la surface en extérieur. Ce qui a été fait sur une opération de l'île de Nantes, celui qui, je ne sais jamais son nom, donc qui a les balcons avec les étais en bois qui est à côté. Donc là, il y a chaque fois, pour chaque logement, un tiers du logement en espace extérieur. Et pour ceux du haut, avec la grande terrasse. Donc la verticalité, oui, vous avez raison. La verticalité aussi dans les zones d'activité. Mais en même temps, il y a des process, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des idées en tête sur la logistique, sur des hauteurs, sur des choses comme ça. Exactement. Et qui embête en plus l'industriel, parce que pour lui c'est un coût, parce qu'il doit payer, parce que c'est pas lui qui tourne la pelouse, donc enfin, c'est epsilon pour lui, mais si vous voulez, par exemple, au jour d'aujourd'hui, les PLU limitent souvent, c'est tout bête ce que je vais dire, à 12 mètres l'acrotère des bâtiments industriels. Vous allez... On y est allé avec Claire au salon de la logistique. Les solutions de logistique automatisées, elles sont à 16 ou 18 mètres. Mais elles ne sont pas à 12 mètres. Pour que ça soit efficient, il faut que ça soit à 16 ou 18 mètres. Donc c'est tout bête. Mais voilà. Donc une solution logistique, parce que la logistique est très gourmande en espace, plus haute, ça fait moins d'espace consommé territorialement. Donc voilà, c'est des questions aussi, le foisonnement des parkings. Il y a eu des expériences. Est-ce que chacun a besoin dans sa zone d'activité de l'ensemble des places de parking que le PLU lui impose, donc que la puissance publique lui impose, parce que c'est elle qui lui impose. C'est pas lui. Hein. Parfois, il en a plus que son besoin, mais c'est parce qu'il a dû, pour avoir son permis de construire, respecter le PLU. Donc voilà. Merci. Yves Robin, une question. Oui, Madame Vérac, vous voulez. Yves Robin, une question, on y reviendra si vous voulez. Oui, je vais revenir plus en terre à terre. Il y a au cœur du SCOT, il y a 1000 hectares là. Est-ce qu'ils seront analysés dans l'examen du SCOT? Et si oui, est-ce qu'ils ont une qualité particulière, ces 1000 hectares qui sont prévus pour un aéroport éventuel? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y aura un examen là-dessus, forcément, normalement. Et alors que se passe-t-il? Je pourrais m'en sortir par une pirouette et dire, il y a la DTA. Et une déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire que pour nous, c'est pas une question. C'est pas une question. Aujourd'hui, c'est un projet qui existe, un projet d'État avec une déclaration d'utilité publique. C'est 650 hectares artificialisés. Et ce qui est une question, qui était déjà une question dans le SCOT 1, c'est comment on inscrit ce déménagement dans la dynamique territoriale en cours.
Et c'est pas lui qui va accélérer la périurbanisation. Elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours, on l'a vu, de manière absolument forte. Par contre, et ça le Scottin l'avait déjà anticipé, ce type d'infrastructure, comme tout type d'infrastructure, quand j'étais étudiant à l'école, à l'université de Lyon, j'ai fait mon mémoire de maîtrise sur la rocade est de Lyon. Infrastructure, par nature, c'est un aimant. Parce qu'on cherche effet vitrine, même si autour de l'aéroport, on n'en a rien à faire de l'aéroport, voilà, on cherche ça, et même si on prend l'avion une fois par an. Donc ça, c'est la volonté politique, et c'est ce qui a été fait avec le Péan, par exemple, pour éviter la continuité vis-à-vis entre l'agglomération et le site de l'aéroport du Grand Ouest. Et donc ça, nous, c'est cette question-là sur la règle, sur comment ce projet ne déstabilise pas un équilibre qui était évoqué tout à l'heure par Monsieur Jouvet, un équilibre qui existe, qui ne met pas trop de pression sur certaines communes limitrophes, et comment on organise ça. Mais en tout cas, c'est pas la question. Il n'y a pas de question d'opportunité de l'aéroport du Grand Ouest dans le projet de Scott 2. Est-ce qu'il y a encore... Oui, Jacques Gagneur. Oui, je reviens sur le débat que vous avez eu avec Madame tout à l'heure, dont les deux polarités, c'est habitat individuel et habitat collectif. Et j'aurais croisé mon propos avec la référence que vous avez faite tout à l'heure avec la notion d'île ou d'îlot d'urbanisation. On pourrait parler aussi d'un modèle en tache de léopard, mais l'image est à peu près la même. Ce débat individuel-collectif, il existe en France depuis plus de 50 ans. Il y a une façon non pas de le dépasser, mais de l'aborder d'une manière moins binaire, en travaillant sur la notion de forme urbaine, avec ses déclinaisons multiples, parce que c'est pas justement tout ou rien, le petit collectif, l'habitat individuel groupé, etc., etc. Vous citiez quelques bons auteurs tout à l'heure que je connais bien. On pourrait rajouter sur ce sujet les travaux de Jean-Claude Caletti sur la forme urbaine, par exemple. Et je crois que là, il y a quelque chose de fécond à rechercher à l'échelle d'un SCOT, je reste bien dans notre sujet d'aujourd'hui, avec des déclinaisons spatiales plus fines dans des projets urbains à des échelles pertinentes au niveau communal ou autre. Voilà. On le partage, hein. Cette question de la forme urbaine. Il y a un atlas que vous trouvez sur le site de l'agence d'analyse des différents types de formes urbaines, et la question de la densité, de la réponse, du semi-collectif. Et ça, à la conférence débat qu'on a pu avoir le 12, on n'a pas encore tout analysé, et on est en cours d'analyse des verbatims. Mais c'est extrêmement intéressant parce que c'est au cœur des débats qu'ont eu les élus et les différents publics qui étaient là sur cette question du produit que l'on propose et que l'on est capable, qui permettent à la fois de répondre aux exigences d'économie d'espace et à la fois de répondre aux aspirations des habitants. Sur l'évolutivité aussi d'un bâti, parce que pour la première fois on loge 3 générations concomitamment, c'est nouveau, donc on a un besoin de logement. Il y a le stock, hein, il y a 400 000 logements. Le stock il est là, hein, l'essentiel du stock il est là, hein, parce qu'on va en construire 7 000 par an, sur 10 ans ça fait 70 000, mais il y en a 400 000 qui sont là. Donc il y a aussi l'enjeu de la rénovation énergétique des 400 000 et de la précarité énergétique, qui est extrêmement fort sur l'agglomération nantaise, mais qui est encore plus fort sur le patrimoine de la reconstruction à Saint-Nazaire. Parce que c'est... Voilà, hein, c'est des passoires énergétiques là-bas quand même. Donc il y a cette question-là, et il y a l'autre question du vieillissement, l'adaptation des logements au vieillissement et au maintien à domicile, qui est quand même le choix fait nationalement, puisque de toute façon on construit, enfin voilà, vu notre structure démographique de notre
construira jamais assez d'EHPAD pour accueillir, et c'est quand même en plus beaucoup mieux de vieillir chez soi. Donc l'adaptation des logements sont aussi des éléments extrêmement importants, et comment on travaille cette question-là. Et comment on travaille ça dans une optique de mélange et des générations, parce que c'est aussi une force d'une cohésion sociale et d'une société. Donc on travaille sur les formes urbaines. Le SCOT n'ira pas jusqu'à préconiser des formes urbaines, mais il y aura sans doute ça va être plutôt à l'échelle du PLU métropolitain que cette question va se poser, parce que il peut y avoir des effets pervers de la règle. C'est-à-dire que la règle elle donne une capacité à construire un volume, et qu'à un moment donné, un opérateur s'en saisit. Et parfois, ça peut, et on l'a vu dans plusieurs endroits de l'agglomération, créer des frictions. Il y a aussi un sujet extrêmement intéressant qui peut être valorisé, parce que il se fait naturellement qu'il y ait la division parcellaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres en tête, mais l'agence les a, le process de division parcellaire est extrêmement grand dans la production de logements à l'échelle du pôle métropolitain. Et il y a tout un projet qui est pluri-acteur universitaire, école d'architecture, qui s'appelle BIMBY, Built in My Backyard. C'est comment aussi on est capable de rehausser l'individuel, comment on est capable pour de multiples générations, qui permet de libérer un logement, mais pour ça veut dire faire évoluer la règle. C'est-à-dire qu'on est capable de dire dans un pavillonnaire, oui, on peut partout rajouter un étage. Et ben ça, il faut que ça soit... L'acceptabilité de ça, c'est pas simple. C'est ça. Mais pour autant, j'ai un petit trou sur le chiffre, mais il suffirait là où il y a 10 logements, on en rajoute un, quasiment, on n'a plus besoin d'extension spatiale. Quand même, enfin voilà. Bien, est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je vais en poser juste une toute dernière pour terminer, peut-être une sournoise. Non, sur la question des habitants. Parce que tu as cité Jean-Marc Hoffner, mais Jean-Marc Hoffner, c'est aussi celui qui dit que les urbanistes se sont un peu plantés sur les politiques de mobilité depuis 25 ans, en disant on est passé du tout voiture au tout transport, et dans un cas comme dans l'autre, ça marche pas. Il dit aussi que les urbanistes ont loupé le périurbain parce qu'ils ont oublié que ça pouvait être aussi un territoire de projet. Et ma question, c'était sur les habitants. Est-ce qu'il y a un risque dans cette métropole qu'il y ait finalement un écart, qu'il y ait des zones ou des habitants qui se sentent délaissés? Il y a ce discours-là aujourd'hui sur les métropoles et les gens qui sont en périphérie. Est-ce que ça existe ici ou pas? Parce que on voit bien aussi que dans les conseils de développement, quand on sort un peu de notre métropole, on entend des choses un peu par rapport à la métropole, etc. Alors, ça peut être simplement du ressenti, ça peut être simplement du discours, mais est-ce que ce risque de populations qui peuvent se sentir à l'écart des grandes zones existe? Il existe, il est moins intense qu'ailleurs. Il y a un travail que je vous invite à lire, qui est un travail de portier fait pour la DGCF, sur les mécanismes de redistribution des revenus. Parce que c'est la richesse, elle est produite ici. Elle est produite dans le cœur du réacteur métropolitain, Nantes, Saint-Herblain, Orvault, Rezé, Carquefou. Quand on prend ça, mais néanmoins, elle est redistribuée. Elle est redistribuée. Ce qu'on appelle la périurbanisation, c'est aussi... J'ai du mal parfois avec ce mot-là, parce qu'on est sur une nouvelle taille de la ville et une nouvelle forme de la ville. Et donc, à un moment donné, moi, j'aime bien qu'on lutte, et c'est ce que dit Madame, qu'on lutte contre la dispersion urbaine. À un moment donné, mais que Fait de Bretagne se développe, bah oui, on
On va pas tout mettre sur les 24 communes. Donc à un moment donné, la périurbanisation en soi n'est pas malsaine. En revanche, il y a un vrai risque de fracture. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ceux qui vont chercher leur rêve de la maison individuelle très loin, en 2e et 3e couronne. Je n'ai pas montré la carte, mais on a une carte aussi du taux. Vous la trouverez dans l'analyse des résultats du SCOT qui est sur notre site. Je dis 15% de seuil de pauvreté. Ce seuil est beaucoup plus haut en pourcentage dans les communes du nord du département. Et à Blain, ça a toujours été, mais ça se guérit pas. Et nous, il y a Blain dans cette configuration-là. Il y a tout le secteur de Blain qui, vous l'avez vu les chiffres, hein, Blain, pour moi, c'est les communes de la région de Blain, je dis toujours, ils ont pris le TGV de la métropolisation en pleine face. Parce que vous regardez, l'INSEE a fait ça, ils ont agrégé les chiffres à l'échelle de la communauté de communes depuis les recensements de 1962. Vous êtes peu ou prou autour de 10 000. Voilà, 9 800, 10 300. Hein. Puis tout à coup, 2000, 2008, 10, 14 000. Pouf. Et les populations qui sont parties là-bas, ce ne sont pas les cadres supérieurs de Treillères. Je caricature volontairement, monsieur le maire de Treillères n'est pas là, mais il n'y a pas que des cadres supérieurs à Treillères, mais je pourrais citer d'autres communes. Mais voilà, et là il y a un vrai danger, parce qu'ils sont loin, parce que... Alors, le prix du baril du pétrole est bas aujourd'hui, donc ça va alléger leurs contraintes budgétaires, et puis il y a... alors on a la chance, nous, de ne pas surajouter à ça par rapport à d'autres métropoles une dynamique très négative vis-à-vis de l'emploi. On a des difficultés d'emploi, il ne faut pas le lier, Alcatel, CETA, enfin voilà, on n'est pas épargné, mais moins qu'ailleurs. C'est important ça aussi, hein. Ça permet de garder une cohésion un peu plus forte. Et ce moteur, on doit aussi à notre activité touristique. On avait fait intervenir Davzi en 2006. On est tout, si je vous ai dit 830 000 aujourd'hui, il avait dit à l'époque, alors il faudrait retravailler le modèle, mais on est toujours 110%. Quasi. C'est-à-dire que quand nous, Nantais, on s'en va, on est remplacé par 2 touristes. Enfin, ou 1,1 touriste. Donc du coup, on a toujours un fonds d'activité et des revenus qui viennent des revenus de la richesse qui a été créée à Paris et qui est dépensée ici. Le Baulois qui a fait toute sa carrière à Paris et qui a dans région parisienne, qui a agrégé de la richesse et dont le revenu de redistribution de retraite arrive à la Baule, il est aussi dépensé à Nantes, il est aussi dépensé à Saint-Nazaire. Et c'est cette force de ce territoire aussi, hein. Il ne faut pas le tourisme quotidien, mais aussi le tourisme, l'installation, l'héliotropisme ou l'océanotropisme. Très bien. Oui. Bien, en tout cas, je vous propose, même si vous n'êtes plus très nombreux à 20h, d'applaudir Stéphane Bois, parce que c'est un exercice qui n'est pas simple. Et il a plutôt une parole libre, donc il est plutôt intéressant à entendre en général sur ces sujets. On va vous proposer d'autres rendez-vous sur le SCOT. Hein. Jean-Pierre Peillon en a déjà imaginé un, ça s'appellera SCOT et alcoolisme, mais je ne sais pas si ce sera un thème de proposition. En tout cas, on vous proposera éventuellement d'autres rencontres avec Stéphane là, sur ce sujet-là.